Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de ma série dédiée à la santé mentale. Si tu connais pas déjà ma chaîne, alors je me présente, je m'appelle Carolina, ça fait 10 ans que j'ai cette chaîne YouTube et j'ai plusieurs playlists dans lesquelles j'ai parlé d'énormément de thématiques différentes, notamment de sujets de société, de vulgarisation sociologique, mais aussi de thématiques centrées autour de la santé mentale, des troubles psy, puisque je suis moi-même diagnostiquée, et bref, un tas d'autres choses. Donc j'ai par exemple fait une playlist à propos des symptômes du trouble de la personnalité borderline, j'ai fait une playlist sur les maltraitances domestiques infantiles, j'ai fait une playlist sur mes résumés de livres, enfin bref, j'ai beaucoup de vidéos en stock, donc si ça t'intéresse, regarde dans la description, tu trouveras tous les liens qui te mèneront directement à ces contenus. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler émotion, parce que du coup, si tu as suivi mes dernières vidéos, là maintenant, je m'attelle à un certain travail qui est celui de l'alphabétisation émotionnelle. Ça veut dire en gros que j'essaye de rattraper mes lacunes que j'ai eues notamment dans mon enfance par rapport à la compréhension des émotions, puisque un des symptômes majeurs du trouble duquel j'ai été diagnostiquée, c'est de vivre mal en fait ces émotions, de pas ne savoir les gérer et qu'elles nous envahissent au point que ça peut mener à des situations malheureusement dramatiques. Et donc l'alphabétisation émotionnelle, c'est littéralement apprendre l'alphabet des émotions. À l'image du fait d'apprendre à lire par exemple, à compter ou même à utiliser les appareils numériques, c'est un langage en fait qu'on doit apprendre à décoder, à interpréter pour pouvoir le parler. Une personne qui est illettrée, c'est une personne qui ne sait pas lire tout simplement parce qu'elle ne connaît même pas les lettres de l'alphabet, leur rôle, comment on les dit, etc. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas utiliser les appareils numériques, on va dire qu'elle est illettrée technologiquement, et c'est pareil avec les émotions, on peut souffrir d'illettrisme émotionnel. C'est d'ailleurs le cas d'énormément d'adultes, si ce n'est la majorité, mais bon, je me prononce peut-être un peu vite. Et donc, l'illettrisme émotionnel, c'est le fait de ne pas comprendre ce que sont les émotions, de ne pas réaliser quand on les ressent, de ne pas savoir les différencier et surtout de ne pas savoir y répondre. Donc pour pouvoir gérer ces émotions, surtout quand on souffre par exemple d'un trouble borderline, il faut déjà commencer par comprendre qu'est-ce que c'est une émotion, les différencier les unes des autres et savoir comment y répondre pour qu'elles ne soient pas justement douloureuses à vivre, ce qui est, si tu souffres du même trouble que moi, la chose la plus difficile à faire quand on est justement sujet à subir les émotions au point que c'est douloureux. Dans la mesure où une personne comme moi ressent les émotions comme des attaques carrément qui mettent en danger de mort, c'est-à-dire que moi, mes émotions, surtout quand elles sont négatives, elles me donnent la sensation que je vais mourir tellement je sais pas les gérer, tellement elles me font peur en fait et qu'elles me déchirent de l'intérieur. Donc à l'image d'un enfant, littéralement, je me pose et j'essaye d'apprendre l'alphabet comme on apprend les lettres, comme on apprend à compter, mais j'apprends du coup les émotions et surtout j'essaye de comprendre celles qui me traversent le plus et celles que je sais moins du coup gérer. L'une d'entre elles étant notamment la culpabilité. Si ça t'intéresse, tu peux regarder cette vidéo qui est la revue d'un livre qui a été écrit par une pédopsychiatre / sociologue qui s'appelle Laëlia Benoît, qui a étudié la question. Et justement, pour moi, c'est très important de faire se retrouver ces deux visions, c'est-à-dire le point de vue justement un peu psycho-individuel, mais aussi le point de vue sociologique et politique, plutôt collectif, qui remet en question du coup les conditions matérielles d'existence, les structures sociales qui nous dépassent, etc. Et dans mes vidéos, en général, j'essaie toujours un peu de rejoindre ces deux visions-là, même si, en fonction des sujets, je vais plutôt avoir tendance à être sur un aspect que sur l'autre. Des fois, il y a des vidéos qui sont purement réflexions sociaux, et des fois, il y a des vidéos qui sont vraiment juste blabla psycho. Et voilà, c'est ce que je vais essayer de faire avec la vidéo d'aujourd'hui, du coup, au sujet de la culpabilité. Donc, comme je te le disais, moi, ça fait 10 ans que j'essaye de travailler sur moi pour réparer les conséquences de ce que j'ai pu vivre plus jeune, et parmi les choses qui m'ont fait du bien, il y a notamment l'art, mais aussi le sport, et surtout la psychothérapie. J'en ai parlé très très tôt sur ma chaîne. Le moment où j'ai commencé une thérapie, c'est le moment où j'ai commencé ma chaîne YouTube, et je pense que du coup l'une va avec l'autre. YouTube, ça a fait partie un peu complètement d'ailleurs je dirais de ma thérapie, et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir être sponsorisée par des partenaires qui en fait sont cohérents avec ce genre de thématique là et me permettent du coup de m'exprimer sur ces sujets qui sont malheureusement pas toujours très bien compris, pas forcément mis en avant, voire parfois même tabou. Donc je suis très contente de pouvoir te reparler de BetterHelp dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo, toujours autour de ces mêmes thématiques là. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te présenter cette plateforme. BetterHelp est une plateforme d'accompagnement en ligne qui propose les services de plusieurs professionnels de la santé mentale enregistrés à l'ARS, donc l'Agence régionale de santé française. Ce sont donc des professionnels légitimes à exercer qui appliquent la même déontologie stricte qu'en cabinet, sauf que, à la différence d'un suivi classique, ça se passe 100% en ligne et tu peux choisir la façon dont tu veux être suivi. Ça peut passer par des messages écrits, ça peut passer par des appels en visio avec l'image et le son, comme ça peut passer par des appels téléphoniques. Ça se passe en 3 étapes.
étapes. Donc la première, c'est qu'on va répondre à un questionnaire très détaillé pour cibler au mieux la problématique qui nous pousse à consulter. Ça peut être des questionnements autour de la religion, autour de notre orientation sexuelle, notre identité de genre. Ça peut être des questionnements autour de questions plus existentielles, comme des choses plus concrètes comme notre cadre de travail ou notre famille. Enfin bref, c'est très détaillé. Ça nous permet de vraiment cibler quel serait le thérapeute ou la thérapeute la plus adaptée pour nous. Ensuite, la deuxième étape, c'est que la plateforme nous met en relation avec la personne idéale, entre guillemets. Et la troisième étape, c'est qu'on prend rendez-vous avec cette personne et qu'on commence un suivi, sachant que si la personne ne nous correspond pas, la plateforme s'occupe de nous proposer quelqu'un d'autre entièrement, du coup, gratuitement, puisque le but, c'est de vraiment trouver la personne qui va pouvoir s'occuper au mieux de ton cas précis. Comme c'est 100% en ligne, quelle que soit ta situation géographique ou tes contraintes en termes d'horaire, tu pourras trouver du coup quelqu'un qui s'adapte à tes besoins et qui sera disponible même entre les séances, parce que tu peux continuer de communiquer avec ton ou ta thérapeute en dehors des heures de consultation, ce qui je trouve est une très bonne chose. Comme c'est un partenariat, forcément il y a un avantage à passer par mon lien que tu trouveras dans la description, qui t'offrira 10% de réduction sur le prix de ton premier mois de consultation. Si tu penses que ce genre de thérapie peut être adapté pour toi et que ça t'intéresse, bah pourquoi pas essayer. Je tiens juste à préciser par souci de transparence que moi-même j'avais déjà depuis plusieurs mois un suivi classique auprès des services de santé publique de ma ville, donc je n'ai pas pu tester BetterHelp puisque ça n'a aucun sens en fait de commencer plusieurs thérapies en parallèle. À partir du moment où j'ai un suivi qui me convient, j'allais pas l'arrêter juste pour tester la plateforme. Donc voilà, j'espère vraiment que les personnes qui ont pu le tester y ont trouvé du coup un intérêt et de l'aide, puisque c'est le but en fait, c'est à ça que ça sert. Et voilà, merci beaucoup BetterHelp de m'avoir fait confiance pour ce nouveau partenariat. Ceci étant dit, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est la culpabilité. Et c'est très d'actualité puisque il y a à peu près une semaine, j'ai pété un plomb. J'ai fait une petite crise de bordy, comme je les appelle. Bordy, c'est le petit nom que je donne aux personnes borderline dont je fais partie. D'ailleurs, si tu sais pas à quoi ressemble une crise borderline, cette vidéo t'en donne un bel exemple, puisque j'ai d'ailleurs beaucoup de témoignages de mes abonnés qui me remontent à la surface et qui du coup relatent des choses similaires à ce que je peux raconter moi-même par rapport à mon propre vécu. Et donc, comme je le disais, la semaine dernière, j'ai eu un petit pétage de plomb, une petite sortie de route qui m'a fait énormément culpabiliser, et j'ai vu justement à l'œuvre les dégâts que cette émotion crée chez moi quand je la ressens, et surtout j'ai pu constater l'évolution de mes réactions par rapport à ça. Puisque quand j'étais plus jeune, la culpabilité me faisait faire des dingueries turbo max 10 000. Aujourd'hui, après justement avoir fait un gros travail sur moi et m'être apaisée sur beaucoup de plans, je vois que certes c'est toujours aussi difficile à vivre comme émotion, mais ma réaction face à elle est quand même différente, et c'est de ça que je voulais te parler. Avant de te parler de moi et de ce qui s'est passé, on va juste écouter la Queen Tevikon, qui est du coup coach en développement personnel et qui justement fait des suivis sur ces sujets-là. Je pense que si t'aimes mes vidéos, tu aimeras beaucoup son contenu aussi. Elle est notamment sur TikTok, mais elle a aussi une chaîne YouTube et elle est présente sur Insta. Et justement, alors que j'étais en train d'écrire le script de cette vidéo, je tombe sur ceci. Allez, laisse-moi deviner. Quand tu rentres chez toi d'un événement social, le premier truc que tu te dis c'est « Qu'est-ce que j'ai bien pu dire de mal ?» Quand il y a un problème ou une embrouille dans ton entourage, le premier truc que tu te demandes c'est quelle est ta part de responsabilité dans cette embrouille, même si tu n'as rien à voir avec la situation. Tu t'empêches régulièrement de faire et de dire certaines choses parce que ça pourrait faire du mal à quelqu'un. Et ça va jusqu'à ne pas partager tes bonnes nouvelles parce que quelqu'un pourrait être jaloux. Tu ne sais bien évidemment pas dire non, tu ne poses pas de limites. Et l'évocation d'une possibilité d'un conflit te fait faire une crise de panique. J'ai bon ? Ce dont tu souffres, c'est de culpabilité. C'est l'une des 4 grandes blessures que l'on vit quand on a des parents toxiques. Ils t'ont appris pendant toute ton enfance que tu étais constamment responsable de tout. Et même si aujourd'hui tu es adulte et que tu ne vis plus avec eux, ils t'ont appris à culpabiliser seul et à devenir ton propre bourreau. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour soigner cette blessure ? La première étape, c'est de savoir d'où ça vient. Où est-ce qu'on m'a décerné une responsabilité qui n'était pas la mienne quand j'étais enfant ? Ensuite, on fait la part des choses entre la responsabilité des autres et la nôtre. Et plein d'autres étapes que je décris dans mon livre « Tu n'es plus cet enfant-là ». Sortir de la survie et grandir après des parents toxiques. Il est actuellement en précommande pendant 45 jours. Je l'ai précommandé. Bref, je tenais vraiment à te montrer le contenu de Tevi puisque je l'ai nommé et cité plus d'une fois en fait dans les vidéos de cette playlist, et que vraiment j'adore son contenu. Il m'a vraiment permis d'avoir des réflexions plus poussées sur les thématiques que j'aborde ici, notamment en ce qui concerne les relations entre parents-enfants et l'enfance toxique du coup quand on a des parents dysfonctionnels, n'est-ce pas? Bref, thématique dont j'ai beaucoup parlé, et donc forcément fallait que je te montre tôt ou tard le contenu de Tevi puisque j'en parle tout le temps. J'imagine que
que comme moi, la vidéo t'a un peu agressé si tu t'es reconnu dans les propos tellement c'est juste et tellement ça touche aux bons endroits, mais justement c'est très intéressant de s'attarder sur un point précis qui est celui de la responsabilité, c'est-à-dire que la culpabilité en fait, elle ne sert à rien à partir du moment où tu vas te sentir coupable d'un truc pour lequel tu n'es factuellement pas responsable, un truc qui n'a rien à voir avec toi quoi. Et inversement, quand on ne ressent pas de culpabilité alors qu'on est responsable de quelque chose qui n'est pas ok, et ben ça pose des gros soucis. Et je pense que c'est pas seulement propre aux personnes borderline, ça doit être aussi le cas d'autres personnes, mais je trouve qu'en tant que border, il y a beaucoup ce truc où en fait on va culpabiliser pour des trucs qui ne nous concernent pas, et au contraire, des fois, on va pas se sentir coupable de faire du mal à des gens alors qu'on devrait, et on va trop loin. On va trop loin, on va trop loin, parce qu'on veut pas reconnaître du coup qu'on est responsable d'un problème, et quand on a dépassé les bornes, et qu'on a vraiment disjoncté, et qu'on réalise qu'on a pété un câble, la culpabilité que l'on ressent n'est pas saine et n'est pas réparatrice dans la situation. À la base, la culpabilité, ça sert à se rendre compte qu'on a fait du mal, qu'on a mal agi, et donc qu'il faudrait réparer ce qu'on a cassé. Pour le dire simplement, je travaille avec des enfants, je l'ai déjà dit de nombreuses fois dans mes vidéos, quand un enfant en tape un autre et qu'il ne ressent rien, ça pose problème parce qu'en fait il devrait se rendre compte que taper quelqu'un d'autre c'est pas gentil et que ça fait du mal. Donc il faut quand même une petite touche de culpabilité pour se dire oups, l'autre pleure à cause de moi, je me sens un peu coupable et c'est justement parce que je me sens un peu coupable que je vais peut-être avoir un élan pour m'excuser et me remettre en question. Donc quand elle est bien placée, quand on la ressent parce qu'effectivement on est concerné par la situation, la culpabilité peut être quelque chose de réparateur et nous pousser à agir dans le bon sens. Dans mon cas, comme probablement dans le cas d'énormément d'autres personnes, je commence à ressentir de la culpabilité trop tard, pas au bon moment, et quand je me rends compte que j'ai merdé, j'ai déjà fait trop de dégâts. Donc la culpabilité que je ressens, elle ne me permet pas de réparer la situation à sa juste place, elle va tellement être envahissante et je vais me sentir tellement coupable que du coup ça va me créer de la douleur, de la blessure et ça va être encore une charge pour la personne que j'ai agressée. Je vais te donner un exemple très concret de ce qui se passe d'un point de vue schématique dans ce genre de situation et c'est très toxique, hein. Ce que je suis en train de décrire là, ce sont des dynamiques justement relationnelles dans les rapports entre êtres humains qui sont typiquement des schémas toxiques. Pour les personnes qui savent pas ce que ça veut dire quand on parle de comportement toxique, de relations toxiques, là ce que je te décris c'est un comportement toxique. En tant que personne borderline, ça m'arrive notamment avec des proches très proches, c'est-à-dire les relations amoureuses, les relations familiales ou les amis très très proches. Ça va moins m'arriver avec des personnes que je connais pas ou avec qui j'ai moins de liens. Plus le lien est fort, plus je suis à même de réagir comme ce que je vais te décrire là. On est dans une situation où je n'ai pas respecté mes limites. Je suis fatiguée, j'ai pas su exprimer mes émotions ou mes besoins, j'arrive pas à protéger mon espace personnel, bref, je ne suis pas bien et ça n'a rien à voir avec la personne que j'ai en face forcément. Des fois c'est juste une personne qui est au mauvais moment, au mauvais endroit et c'est elle qui va en prendre pour son grade alors qu'elle y est pour rien. Donc, je ne me sens pas bien, ça n'a rien à voir avec la personne en question, et elle va faire un truc qui me déclenche. Un regard mal placé, une intonation qui me déplaît, un message auquel on me répond pas, bref, un petit truc de l'ordre du détail qui va me trigger. Là, je viens de te parler de déclencheur, de trigger, en fait ça, c'est de l'anxiété en fait qui se génère, c'est qu'on se sent en danger, on est en mode survie, donc c'est associé à un sentiment de peur, si on doit traduire ça en alphabet des émotions. Donc j'ai peur, et pour répondre à cette peur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer, boum, de la colère, je sors les crocs, je me montre agressive, voire violente. À une époque, je cassais des choses, je lançais des affaires, je claquais des portes, je m'automutilais, enfin bref, ça allait super loin. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, Dieu merci, même si j'ai encore des élans où j'ai envie de le faire, mais j'ai appris justement à réguler ça au mieux. Alors c'est pas totalement gagné, mais c'est beaucoup moins intense qu'avant. Mais donc voilà, j'active la colère, je sors les crocs et je me mets du coup à attaquer, puisque, comme l'a dit un tonton récemment, la meilleure défense c'est l'attaque, n'est-ce pas? Le problème, c'est que pendant que je me mets en colère et que ça sort, et ben j'arrive pas à me contrôler. Et là, du coup, on passe de la colère à l'impulsivité. L'impulsivité, c'est quand ça sort et c'est plus fort que toi. C'est que je sens que je suis en colère, j'arrive pas à l'exprimer d'une façon qui soit entendable pour la personne en face de moi, je la manifeste d'une manière qui est juste pas possible en fait. Genre c'est pas ok de manifester de l'énervement de cette manière-là, puisqu'en fait mon but c'est juste de contre-attaquer, alors que si j'avais juste pris le temps de comprendre ce qui m'arrive et j'essaye d'exprimer mes besoins, bah ça se passerait pas comme ça. Donc cette impulsivité, c'est moi qui me vois faire, je vois que je suis en train de m'énerver, je vois que je suis en train de dire des choses que je ne pense même pas, je vois que j'ai juste envie de faire mal, mais je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi, ça sort tout seul. À ce sujet, j'ai parlé exclusivement d'impulsivité dans cette vidéo, beaucoup plus en détail si ça t'intéresse. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une fois que j'ai fini de vider mon sac et d'exprimer du coup cette colère sous forme d'impulsivité, eh ben,
droit derrière, quasiment au même moment, je culpabilise. C'est-à-dire que je me vois faire, je sais que je suis en train de faire de la merde, je me juge de le faire à ce moment-là, et quand j'ai enfin pu vider mon sac de colère, eh ben, c'est remplacé immédiatement par une culpabilité immense. Il y a des personnes chez qui ça prend plus de temps pour que la culpabilité arrive. Moi, c'est quasi instantané, c'est presque en même temps que la colère. C'est-à-dire que je suis là, je suis en colère, et en même temps que je suis en colère, je culpabilise, quoi. Bref, mon sac à colère est vide, et là, je commence à m'effondrer parce que je me sens comme la pire des merdes de m'être emportée comme ça. Je me rends compte assez vite. Je pense que c'est la thérapie qui m'a permis de me rendre compte de ça plus vite qu'avant. Avant, peut-être que j'aurais pris des heures, voire des jours avant de me dire, tiens, j'ai dépassé les bornes. Là, maintenant, comme je t'ai dit, c'est quasi parallèle au moment où je suis en train de me défouler, quoi. Et donc cette culpabilité, comme je ne sais pas la gérer et je ne sais pas la sentir d'une façon qui soit cohérente, eh ben elle va juste me déchirer de l'intérieur. Je me sens tellement coupable d'être comme ça que ça va se transformer en acte d'auto-agression mentale entre guillemets, où je vais quasi instantanément me dire que je suis une personne horrible, que en fait je suis impossible à contrôler, que je suis quelqu'un de dangereux, que je devrais quitter ce monde, que si que ça, des trucs horribles, vraiment je m'agresse, je me souhaite des choses affreuses, mais en plus de ça c'est faux, hein, tout ce que je me dis c'est pas des choses qu'il faut se dire, justement, ça va contre n'importe quelle forme de productivité, c'est vraiment la dernière chose qu'il faut faire, mais je me dis des choses horribles, je me dis que les gens devraient me frapper, que je ferais mieux de disparaître, enfin, vraiment, la culpabilité m'envahit tellement que du coup, la personne en face de moi, elle comprend rien. Parce que d'abord, je la monte en l'air, je suis en train de m'énerver, je suis en train de m'emballer et je lui en ai mis plein la gueule, et droit derrière, je fais que pleurer comme un enfant parce que je me sens trop coupable. Donc en fait, comment tu dis, c'est désarmant, ça désarçonne. Donc à ce moment-là où je m'en veux, on est dans la culpabilité, puis très rapidement dans la tristesse, où du coup cet effondrement fait que je ne vois que ce qui va pas chez moi, j'ai l'impression que je ne vais jamais faire mieux, que je stagne, que je tourne en rond, que ça fait des années que j'essaie de m'en sortir et que j'y arrive pas, et que si, que ça, bref, et du coup voilà, je mange mon caca mental comme ça dans mon coin, et ça se termine par des nouveaux triggers où bah du coup j'angoisse à l'idée que la personne m'abandonne, qu'elle me déteste, qu'en fait elle se rende compte que je suis effectivement un monstre, etc. Et donc c'est un cercle sans fin où on revient à la peur que je mentionnais au début, qui est à l'origine des triggers dont je parlais au début de la situation. Donc je sais pas si tu comprends le cycle, ça fait vraiment peur, colère, culpabilité. Donc je sais pas si le cycle est clair, mais du coup, trigger égale peur, puis colère pour réagir à la peur, puis impulsivité pour exprimer la colère, puis culpabilité de se montrer impulsif, puis tristesse parce qu'on se sent coupable, puis peur parce que justement on a fait toute cette merde et qu'on se dit la personne en face de moi va m'abandonner, va me détester, elle a enfin vu mon vrai visage et puis elle devrait me haïr, quoi. Et on voit qu'en tout cas en ce qui me concerne, l'émotion qui déclenche tout ça et qui s'auto-alimente à travers toutes ces autres émotions, c'est la peur, c'est l'anxiété en fait. C'est le fait que, de base, si je me déclenche comme ça, si je me sens activée comme ça, c'est parce que j'ai eu peur d'un truc. En l'occurrence, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était donc la semaine dernière, il y a quelqu'un en face de moi avec qui j'ai eu un malentendu, cette personne s'est mise à bouder, et le fait qu'elle boude, ça m'a fait avoir peur. J'ai eu peur que cette personne décide de m'abandonner, j'ai eu peur que cette personne tout d'un coup me déteste. Et donc, j'ai réagi comme j'aurais jamais dû réagir, parce qu'en fait, c'est ma réaction qui pourrait potentiellement la faire m'abandonner. Si j'avais juste accepté qu'elle boude, si je m'étais juste dit, oups, il y a eu un malentendu, cette personne l'a mal pris, c'est pas grave, elle a le droit de bouder le temps qu'elle a besoin, et je viendrai m'excuser plus tard, bah ok, c'est bon, j'aurais juste eu un malentendu, et puis cette personne aurait juste boudé quelques minutes, voire quelques heures, mais ça aurait pas été la fin du monde. Mais comme j'ai eu peur, ça m'a déclenché, ça m'a trigger, j'ai eu une réaction qui justement peut être une des raisons pour lesquelles cette personne m'abandonne, c'est-à-dire comment c'est possible de péter un plomb comme ça pour un malentendu aussi ridicule, j'ai rien à faire avec elle. Et pire encore, le pourquoi ce schéma est encore plus toxique que ce qu'il en a l'air, c'est que quand on se sent coupable, on a besoin de quoi pour justement résoudre le sentiment de culpabilité? Bah d'être rassuré. Quand tu te sens coupable d'un truc et que tu vas te confier à quelqu'un, tu dis « Ah putain, aujourd'hui j'ai fait ça et tout, je crois que j'ai mal agi, je crois que j'aurais pas dû. » Et que la personne en face, elle te dit « Mais non, pas du tout, tranquille, moi j'aurais fait la même chose que toi, je pense que c'est tout à fait légitime, n'importe qui aurait réagi comme ça, etc. » La personne, elle est en train de nous rassurer. Donc, en fait, c'est ça qui nous permet de résoudre un sentiment de culpabilité, alors que ça devrait pas. En vrai, on devrait pouvoir nous-mêmes s'auto-évaluer et se dire « Bon, je me sens coupable. Est-ce que j'ai mal agi? Si oui, il faut que je corrige ce que j'ai fait. Sinon, bah, j'ai pas à me sentir coupable. » Voilà, aussi simple que ça.
Moi, personnellement, je dois toujours chercher à l'extérieur, parce que ma propre boussole interne n'est pas bien réglée, je n'arrive pas à m'auto-évaluer là-dessus, je dois toujours aller me faire rassurer par d'autres personnes pour me demander est-ce que je suis un monstre ou pas en fait. Et si les autres me disent non, tu ne l'es pas, d'ailleurs je le fais en ligne, hein, je le fais littéralement avec mes abonnés sur YouTube, si les autres me disent non, tu n'es pas un monstre, je me dis ok, donc j'ai le droit de ne pas me sentir coupable. Et je dois apprendre à m'auto-réguler là-dessus et à m'auto-évaluer là-dessus, c'est-à-dire à moi-même, à partir des faits et de mon système de valeurs, de me dire est-ce que j'ai respecté mes valeurs? Si oui, je n'ai pas à me sentir coupable, sinon il faut que je rectifie la connerie que j'ai faite. Sauf que quand t'es en train d'agresser quelqu'un, parce que t'as été trigger et t'as disjoncté et justement t'as passé tes nerfs sur elle, et que droit derrière tu demandes à cette personne de te rassurer, et bah c'est là que ça devient très toxique. Et c'est ce que font justement les parents dysfonctionnels. C'est-à-dire que je m'en prenais plein la gueule, et droit derrière, vu l'effondrement de la personne en face de moi, il fallait que ce soit moi, en tant qu'enfant, qui rassure un adulte sur le fait que c'est pas grave qu'il m'avait violenté. Et ça, c'est la base, mais vraiment c'est un des gros piliers des relations toxiques et c'est très grave. On les voit dans les cas de violence conjugale, on les voit dans les cas de harcèlement, on les voit dans les cas de dysfonction familiale, etc. C'est vraiment un pattern très connu et très répandu. Alors attention, quand je dis que c'est très grave, c'est pas pour générer plus de culpabilité si tu te reconnais dans ce récit-là. Le but, c'est juste de se rendre compte qu'effectivement, c'est un schéma qui, sur le long terme, crée des désastres. Alors déjà, sur le court terme, ça fait du mal, mais si c'est notre seule façon de relationner avec nos proches, clairement, on va avoir un environnement horriblement toxique et on va jamais pouvoir se sentir mieux. Et en fait, ça crée une dynamique de dépendance parce qu'on a toujours besoin que la personne qu'on a agressée nous rassure parce qu'en fait, comme on lui a fait du mal, il y a que elle qui va pouvoir nous rassurer sur le fait que, en fait, non, ça va, on lui a pas fait tant de mal que ça. Sauf que si tu lui as fait du mal, elle a pas à te dire qu'en fait, c'est pas le cas parce que ce serait te mentir et c'est une relation malhonnête et ça va pas résoudre le problème. Moi, je sais que la semaine dernière, j'ai fait du mal à quelqu'un. J'ai mal agi, je me suis pas comportée comme il fallait et j'ai créé des dommages. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ces dommages? Parce que le but, c'est surtout de penser solution-réparation et pas penser évitement de la situation. Beaucoup de personnes, d'ailleurs les parents avec leurs enfants ou dans d'autres situations, on a tendance à se dire « Ah, mais moi je vise la non-violence, moi je fais tout pour que ça n'arrive pas, etc. » Sauf qu'en fait, c'est utopique et idéaliste de s'imaginer un monde où la violence n'existe plus, la maltraitance n'existe plus, où les malentendus qui font du mal n'existent plus. En fait, on doit juste faire avec. La vie est violente. Les gens, les êtres humains sont dysfonctionnels. La majorité de notre environnement normalise la maltraitance sous tous ses aspects. La discrimination, l'agression, etc. Ça fait partie littéralement de notre normalité. Je dis pas qu'il faudrait qu'on l'accepte et qu'on en fasse un statu quo, je dis juste qu'il faut qu'on prenne en compte le fait que ça fait partie aussi de nos interactions de la vie, quoi, et que ça fait partie de nous, en fait. Donc nier cette réalité-là, c'est passer à côté d'un problème. Si par contre on accepte que ça existe et que ça va se produire, par exemple, on est un parent, on a un enfant et on accepte que possiblement on va le maltraiter à des moments, sachant qu'on peut le faire sans s'en rendre compte, on peut le faire involontairement, on peut penser faire bien alors qu'en fait on maltraite. Bref, si on part du principe que oui, on peut être maltraitant à certains moments, oui, on peut être violent à certains moments, oui, en fait on est le produit de notre société qui est violente et donc on va l'être aussi, eh ben là, ça nous permet de détecter les moments où on l'est, puisqu'on est honnête intellectuellement sur la chose, puis de trouver des moyens de réparer. Ça veut pas dire que du coup, on doit pas se poser de questions et se laisser partir en couille à chaque fois, parce que de toute façon, on va réparer à chaque fois. Attention, j'ai pas dit ça. Je dis que c'est important d'accepter que ça puisse arriver et qu'on est concerné pour pouvoir se rendre compte, lorsque ça arrive, que ça arrive, et surtout qu'on réagisse en termes de faire mieux, en termes de comment faire en sorte que ça ne se reproduise plus ou moins en tout cas. Donc dans ce cas-là, par rapport à ce que j'ai fait la semaine dernière, je m'en veux toujours, je trouve que j'ai mal agi et effectivement la culpabilité était si grande que du coup j'avais besoin que la personne que j'avais agressée me rassure, mais contrairement à avant, comme j'avais conscience de ce schéma, je n'ai pas demandé à ce qu'elle me rassure. Je lui ai dit que je me sentais très coupable, je me suis excusée de lui imposer cette nouvelle émotion en plus de la colère et de la peur que j'avais manifestée avant, et j'ai cherché à me rassurer à travers des outils que j'ai trouvés moi-même grâce justement à mes différents suivis, grâce à mon entourage qui est justement un entourage que j'ai réussi à modifier dans le but qu'il soit plus sain qu'avant, et donc j'ai cherché à me rassurer par mes propres moyens pour enlever la charge à la personne qui en fait n'avait pas à me rassurer, puisqu'en fait elle s'en était pris plein la gueule et la seule chose que j'aurais dû faire c'était m'excuser, respecter ses besoins, respecter son espace et surtout lui poser la question de qu'est-ce qu'elle avait besoin. Et si en l'occurrence ce dont elle avait besoin c'était de pas voir ma gueule et de pas me parler, et ben il fallait que je le respecte. Et donc je l'ai respecté. Et c'est ça qui est très difficile quand on ressent de la culpabilité d'une façon ingérable, c'est qu'en fait on est littéralement au même stade que des enfants qui ont besoin d'être tenus par la main, à qui on doit expliquer la vie. Sauf qu'en fait au bout d'un moment on est des
adulte et on doit se responsabiliser sur en fait l'impact de notre comportement sur les autres. Et même si on a des troubles, même si on a des difficultés, même si c'est pas notre faute et tout ce que tu veux, ça n'empêche pas le fait qu'on est responsable de ce qu'on en fait. Et que du coup, oui, se sentir coupable dans une situation où on a fait de la merde, ça doit nous pousser à corriger et à nous améliorer, entre guillemets. Quand je dis améliorer, c'est pas d'un point de vue capitaliste productif, hein. Je dis nous améliorer dans nos relations. Moi, si j'étais avec quelqu'un qui se comportait comme moi, j'attendrais de cette personne qu'elle améliore son comportement. Pas dans un but à nouveau de productivité, mais dans un but d'harmoniser notre relation. Parce qu'en fait, le but quand même, selon moi, d'avoir un entourage sain, c'est quand même de pouvoir se soutenir, c'est quand même de pouvoir s'entraider, d'aller plutôt dans une optique de quelque chose de positif. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, moi j'ai conceptualisé deux façons de ressentir la culpabilité dans mon cas. C'est-à-dire que soit j'en ressens tout le temps dans des situations inadaptées qui ne me concernent pas parce que justement il y a ce truc de narcissisme de la victime où en fait on se sent tout le temps concerné par ce que vivent les autres comme si on était le centre de leur monde, ce qui est un truc classique chez les personnes polytraumatisées, hein, on en a parlé dans de précédentes vidéos. Donc soit je ressens de la culpabilité dans des situations où tout le monde s'en bat les couilles de moi, où j'ai absolument rien fait et où en fait ça sert à rien, soit j'en ressens pas quand je devrais la ressentir parce qu'effectivement j'ai fait de la merde et donc je dépasse les bornes et quand je commence à la ressentir il est trop tard et en fait elle me dépasse et du coup ça fait que je m'effondre etc et qu'elle sert à rien. Donc tout l'enjeu c'est de réussir à la remettre au bon endroit, c'est-à-dire à me questionner. Si je reprends l'exemple de l'épisode que j'ai eu la semaine dernière, quand la personne elle a commencé à bouder, j'aurais dû commencer à me sentir coupable à ce moment-là, c'est-à-dire oups elle boude, j'ai dépassé les bornes, je crois qu'on a eu un malentendu. Et si je l'avais juste eu à ce moment-là au bon dosage et que j'avais respecté du coup son espace à ce moment-là, ça se serait réglé. Sauf que non, quand elle s'est mise à bouder, je me suis pas dit « Oups, j'ai merdé, je m'excuserai plus tard quand ce sera passé ». J'ai refusé de ressentir de la culpabilité, j'ai été trigger, j'ai eu de la peur, et du coup j'ai attendu et attendu et attendu avant de laisser la culpabilité arriver à moi. Je sais pas si du coup c'est clair. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est que maintenant tous les jours, quand je commence à ressentir ça, j'essaye de me demander est-ce que d'un point de vue purement factuel, j'ai fait quelque chose, et comment savoir si j'ai fait quelque chose? Je dois regarder si j'ai suivi ou pas mon système de valeurs. On a tous des valeurs personnelles qui sont propres à chacun et à chacune. Il n'y a pas de bon ou de mauvais système dans l'absolu, même si entre nous ici on est une chaîne qui partage certaines valeurs et je pense que c'est assez évident vu les contenus que je fais. Donc oui, je pense quand même qu'il y a des valeurs qui sont plus souhaitables dans la société que d'autres, mais dans l'absolu absolu, les gens ont le droit d'avoir les valeurs qu'ils veulent. Ce qui compte, c'est de savoir si moi j'ai agi en respectant mes propres valeurs. Si la réponse est oui, je n'ai pas à me sentir coupable. Je peux aussi me poser la question, et surtout me poser cette question, est-ce que j'ai fait du mal? Pas est-ce que j'ai voulu faire du mal, parce qu'en fait on peut faire du mal même quand on l'a pas voulu. Et comment on peut savoir si j'ai fait du mal? En posant tout simplement la question, de façon la plus neutre possible. Coucou, je me posais la question tout à l'heure si mon comportement t'avait dérangé. La personne elle te dit non, bah c'est non. Et il faut la croire. Et si c'est une people pleaser, bah désolé de le dire comme ça, mais c'est son problème. Tout comme c'est ton problème en fait de gérer ta culpabilité. Si la personne elle te répond oui, j'ai pas aimé ton comportement, eh bah tu t'excuses. Et tu t'excuses honnêtement et tu fais en sorte que ça ne se reproduise plus. Le meilleur moyen, je pense, de se faire pardonner quand on se comporte mal, c'est juste de ne plus se comporter de la manière qui nous fait honte en fait. On n'a pas parlé vraiment de honte dans cette vidéo, mais ça va souvent avec la culpabilité. Souvent la culpabilité fait qu'on se sent honteux. Et comme je l'ai dit, de la même manière que la culpabilité, ça sert à rien de se sentir honteux dans des situations où on n'a rien fait de honteux, tout comme c'est très mauvais de ne pas se sentir honteux quand on a fait des choses honteuses, quoi. Donc, il faut que toi, tu saches situer ces émotions dans ton système de valeurs. Quand est-ce que tu penses que un comportement est effectivement honteux et mérite qu'on se sente coupable? Quand est-ce que tu penses qu'en fait, on devrait pas se sentir honteux de ça ou coupable de ça? Donc, on se focalise sur les besoins. Quels sont mes besoins? Par rapport à cette situation, je me sens coupable. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être rassurée. Comment je vais me rassurer? Surtout pas en allant casser la tête de la personne que j'ai agressée, mais en essayant de trouver mes propres moyens de m'auto-rassurer. Et quels sont les besoins de la personne envers qui je me sens coupable pour réellement respecter son espace en fait. Et si la personne elle te dit j'ai besoin que tu ne me parles pas, j'ai besoin qu'on prenne nos distances, j'ai besoin de pas te voir, il faut le respecter, quel que soit le niveau de culpabilité que tu ressens, le niveau de détresse que ça te fait, parce que chacun se gère et chacune se gère. Moi ce qui m'aide vraiment à réfléchir là-dessus, c'est de me décentrer, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moyen de se mettre au milieu du centre du monde que de se sentir coupable pour tout et pour rien, comme si les gens nous calculaient H24 et on avait quelque chose à faire de nous, alors que tout le monde est préoccupé par ses propres problèmes, point barre quoi. Donc moi ce qui m'aide c'est vraiment de me décentrer et de me dire bon, si j'étais pas moi, si en fait cette situation c'est quelqu'un que j'aime qui l'avait vécu,
Est-ce que je pense que cette personne devrait se sentir mal et honteuse? Non. Et si la réponse est oui, bah comment je pourrais corriger ça? Je sais pas si toi t'as d'autres outils par rapport à ça et si c'est une thématique qui t'intéresse. J'aurais pu parler du côté un peu religieux de la chose parce que personnellement j'ai grandi dans un environnement catholique, j'ai fait ma première communion, etc. Et dans la croyance chrétienne catholique, il y a cette notion du fait que nous sommes tous des pécheurs et des pécheuses à l'origine, parce que l'être humain, par son existence, a péché, et que, en fait, notre vie, on doit la dédier à se faire pardonner, en gros. Du coup, moi, je me souviens même d'une prière qu'on disait, bon, du coup, moi, j'allais à l'église en espagnol, et qui disait « por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa ». Ça veut dire « par ma faute, par ma faute, par ma grande faute ». Et je me souviens vraiment me taper le torse comme ça, en me disant que je me sentais coupable d'un truc, je savais même pas de quoi je devais me sentir coupable, d'être un être humain, visiblement, et d'exister sur la Terre. Et je pense qu'aussi il y a une grande partie du coup de culture religieuse en fait qui repose dans cette façon-là de ressentir la culpabilité d'une façon qui est pas du tout adaptée en fait. Donc si, comme moi, t'as grandi dans ce genre d'environnement où tu es, par exemple, catholique, chrétien, etc., bah dis-moi ce que t'en penses parce que peut-être que ça peut nous apporter des éléments de réponse aussi. Et hésite pas en général, si t'as vu cette vidéo et que tu veux t'exprimer, bah de le faire dans les commentaires, dans la bienveillance et le respect, comme d'habitude. En tout cas, j'ai très hâte de te lire et de savoir ce que t'en penses. Sinon, bah voilà, je pense que j'ai plus grand chose à dire à propos de la culpabilité. Je vais continuer du coup à faire des petites séries de vidéos autour de ce que je comprends des émotions, de comment je les ressens, de comment je fais pour essayer de les interpréter, etc. Je te parlerai peut-être bientôt, ah non on les voit pas là, mais du coup j'ai plein de nouvelles peluches. C'est vraiment le travail avec les enfants qui m'a influencée, et en fait je m'en sers comme des moyens de communication où je me dis une peluche égale une émotion et elle a un prénom, et comme c'est difficile des fois de s'exprimer sur ces émotions, par exemple avec ma copine on va donner les prénoms des peluches plutôt que de dire je me sens comme ci, je me sens comme ça, et c'est une façon un peu détournée et drôle de manifester ses besoins et de s'exprimer quand justement on a été autant carencé que moi ou que d'autres gens par rapport à ces sujets-là. Donc voilà, il y a plein d'outils à mettre en place. Moi vraiment, côtoyer les enfants au quotidien, ça m'aide à revenir à des bases auxquelles j'ai pas eu accès quand moi-même j'avais cet âge-là, donc en tant qu'adulte, ça me permet de me construire encore maintenant. Et j'insiste pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à s'intéresser à ces thématiques-là. Même si t'as 50 ans et que tu te dis mais c'est pas possible en fait que je sois pas briefée sur ces sujets, je suis déjà trop vieux ou trop vieille, bah en fait il est jamais trop tard. Tant que t'es vivant, t'as des choses à apprendre sur toi-même, sur les autres. Voilà, on n'a pas tous eu les mêmes ressources, on ne fait pas partie des mêmes générations. Tout ça, c'est aussi voulu d'un point de vue structurel et social. Donc voilà, c'est pas pour dire que c'est la faute à personne, mais c'est pour dire qu'en fait, il y a des explications qui font que effectivement, il y a des générations entières de personnes qui comprennent rien aux émotions et qui malheureusement souffrent elles-mêmes au quotidien à cause de ça et font souffrir d'autres gens autour d'elles au quotidien. Et donc voilà, il n'est jamais trop tard pour s'éduquer sur ces sujets-là, et j'espère que mes vidéos participent à ta réflexion si t'en as besoin toi aussi. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort. Bisous!